Cette émission vous est offerte par Chivas. Allez les lions, vous allez gagner. Allez les lions, vous allez gagner. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette 4e édition de votre émission Ndamba spéciale CAN Total Énergie Cameroun 2021. Au sommaire de cette édition, le tableau complet des quarts de finale de la CAN 2021 est désormais connu. Dès aujourd'hui, Cameroun-Gambie à 17h et à 20h, Burkina Faso-Tunisie. Dimanche, beau duel entre Arabes avec le choc Égypte-Maroc à 16h et à 20h, le Sénégal sera aux prises avec la surprenante sélection de Guinée équatoriale. Analyse de ces confrontations dans cette édition. Des éléphants couchés devant les pharaons, le choc des huitièmes de finale entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire a tenu ses promesses. Mo Salah et ses coéquipiers se sont imposés au bout d'une épreuve haletante de tir au but. Qu'est-ce qui n'a pas marché côté ivoirien? Explication dans cette émission. Ne manquez pas le portrait de cette édition. L'équipe de Ndamba est allée à la rencontre d'une des mascottes des Lions indomptables. Marima du Cameroun, c'est son nom. Portrait d'un homme haut en couleur dans cette édition de Ndamba. Deux invités pour nous accompagner dans cette émission. Honneur aux dames, Yvonne Metendembala, elle est ancienne Lionne indomptable. Elle vit désormais aux États-Unis où elle prépare un doctorat PhD dans le management du sport. Elle est également la fondatrice de l'association des footballeuses du Cameroun. À côté d'Yvonne, l'autre invité, c'est Hervé Brice Essewe Loé, inspecteur des impôts, diplômé de l'ENAM. Il est surtout un fou de football, auteur d'un livre qui fait son bonhomme de chemin dans les librairies. Ndamba, spécial CAN Total Énergie Cameroun 2021. C'est parti. Cette émission vous est offerte par Chivas. Et pour m'accompagner dans cette émission, je vous l'ai dit, nous avons Yvonne Metendembala. Bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Vous êtes ancienne footballeuse internationale, Lionne indomptable. Vous vivez à présent aux États-Unis où vous préparez votre PhD dans le management du sport. Vous avez également été capitaine de la grande équipe du Canon Filles de Yaoundé. Merci d'avoir accepté mon invitation. Juste à côté de vous, Hervé Brice Essewe Loé. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes inspecteur des impôts, mais surtout vous êtes un passionné de football et vous l'avez démontré en écrivant un livre qui rappelle vos souvenirs de CAN de 1986 à 2019. Merci Hervé d'avoir accepté l'invitation de Ndamba qui va commencer dans quelques instants. Alors, mesdames, messieurs, commençons par la folle soirée de mercredi dernier avec le choc Égypte-Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un match qui vous a convaincu, Yvonne? Dire convaincre, je ne sais pas, je ne supportais vraiment ni l'une ni l'autre parce que tous sont des potentiels adversaires du Cameroun. Donc j'ai apprécié le football que j'ai vu et là je crois qu'on va se préparer si jamais on les rencontre. Oui. Alors Hervé, est-ce que c'était un match qui a tenu ses promesses? Parce que c'était une rencontre attendue, hein? Oui. Côte d'Ivoire, Égypte. Oui, déjà, il faut avouer que les deux équipes se connaissaient. Oui. Et elles étaient préparées. Et tout au long de la rencontre, chaque équipe avait son temps fort et son temps faible. Nous nous attendions, n'est-ce pas, à ce que des buts en fait, on s'attendait à ce que une ou l'autre équipe marque pendant le match. Cela n'a pas été fait parce que tactiquement, elles étaient préparées. Ben, il a fallu le dénouement lors de la séance de tir au but. Alors Hervé fait bien de le mentionner. On attendait beaucoup de buts dans ce match. On n'en a pas eu.
au bout des 90 minutes. Alors, est-ce que les deux sélectionneurs, que ce soit celui de Côte d'Ivoire ou de l'Égypte, ont verrouillé le jeu, à votre avis, Yvonne Bala? À mon avis, ce sera beaucoup plus le technicien égyptien qui a bien joué sa partition, parce qu'avoir les deux formations, la Côte d'Ivoire avait beaucoup plus de chances de marquer. Ils étaient tactiquement plus solides. Donc, je dirais que c'est l'Égypte qui a réussi, c'est l'Égyptien, le technicien égyptien qui a réussi sa stratégie. Donc, le coach égyptien a fermé le jeu? Apparemment, oui, c'est ce qui s'est passé. Oui. Alors, Hervé, est-ce que le Mo Salah, qui était très attendu dans ce match, est-ce qu'il a joué son rôle? Ben, vous savez, pour quelqu'un comme Mo Salah, il suffit juste d'un éclat pour qu'il nous fasse voir tout son talent. Ben, malheureusement, les attentes n'ont pas été remplies. Mais là, il faudrait préciser que la sortie de Franck Kessié côté ivoirien a largement défavorisé la Côte d'Ivoire, parce que Franck Kessié, contrairement à Seri Dié, qui est beaucoup plus porté sur l'avant. Absolument. Pourtant, Seri Dié, lui, il est beaucoup plus défensif. Franck Kessié aurait terminé le match que nous ne serons pas arrivés au bout de 120 minutes de jeu. Parce qu'effectivement, avec Franck Kessié, il y avait une plus grande animation du jeu offensif à partir du milieu du terrain ivoirien. Oui, tout à fait, tout à fait. Sa sortie, comme je l'ai dit, a apporté un coup, n'est-ce pas, aux attaques ivoiriennes. Ben, de l'autre côté, Mo Salah, il a été muselé, ça il faut le dire, par un Eric Bailly des grands jours. Et il n'a pas pu s'exprimer comme nous l'attendions tous. Finalement, il a manqué très peu de choses aux Ivoiriens. Oui, vous savez, les Ivoiriens, il leur a manqué ce qu'on peut appeler la niaque. Tactiquement, physiquement, techniquement, ils étaient prêts. Mais il leur fallait cette niaque-là. Bon, on a pu la trouver avec l'entrée de Wilfried Zaha, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de ses sanctions. Déjà, dès son entrée, il faut remarquer qu'il s'est énervé. Et quand on s'énerve à ce genre de compétition, à ce niveau, tout de suite, on perd la concentration. Et quand on a perdu la concentration, c'est dramatique pour la suite. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a manqué, Yvonne Bala, à cette équipe de Côte d'Ivoire qui, techniquement, a quand même contrôlé le jeu, hein? À mon avis, je dis c'est une équipe qui nous laisse sur notre faim. Un peu moins la Côte d'Ivoire, je la prends maintenant comme la Belgique. C'est une équipe qui vient, tout le monde, c'est sur le papier, c'est une équipe de grands éclats, mais qui ne nous prouve pas à la dernière minute quand on l'attend. Elle nous déçoit toujours un peu. Donc je regarde le match d'hier et ça semble vérifier ce que je disais tantôt. Donc je crois que c'est ces derniers gestes toujours qui manquent à la Côte d'Ivoire. Alors, on a vu des éléphants de festival, madame, monsieur, lors de leur dernier match de poule contre l'Algérie. Ils ont tout donné. 3-1, si mes souvenirs sont bons. Et finalement, hier, on attendait à une autre Côte d'Ivoire de festival qu'on n'a vraiment pas vue. Hein. Nous attendions justement à ce que les éléphants nous reproduisent le même jeu. Ou encore mieux. Face à l'Algérie. Déjà d'entrée de jeu, le classement déjà laissait présager, n'est-ce pas, une déferlante des attaquants des éléphants dans les buts égyptiens. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous aviez Pépé, vous aviez Max Alain Gradel. Tout de suite, vous êtes sûr que c'est porté vers l'avant avec un Franck Kessié qui était vraiment au top de sa forme. Je continue à dire que la sortie de Franck Kessié a été très très défavorable à l'équipe. Ça a été une faute de coaching à votre avis? Non, vous savez, il s'est fait mal. Il ne pouvait plus continuer. Oui, c'est vrai. Il ne pouvait plus continuer, absolument. Donc il a essayé de forcer. Mais le corps, ne pouvait pas supporter. Donc voilà, c'était ça la clé du match. N'oublions pas quand même que lors du match contre l'Algérie, la Côte d'Ivoire a été portée par le public camerounais qui était à fond derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Et lors du match contre l'Égypte, le Cameroun s'est retourné contre la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes une ancienne footballeuse professionnelle, le rôle du public, c'est important, non? Très, très important. Et là, est-ce que ce public-là a manqué aux Ivoiriens? Un peu, je dirais, parce qu'on le sentait même à travers les écrans, qu'il
ils attendaient ça, ils voulaient ça. Vous avez vu des gestes comme ça qui est en train de dire, eux parler, j'ai marqué mon penalty, vous m'avez hué. Donc vous sentez que ça leur a manqué à la dernière minute. Et ils s'y attendaient. Vous avez vu contre l'Algérie, le 12e homme les a portés. Donc je crois que ça a été aussi un des coups qu'ils ont eu hier. Hervé, est-ce que vous comprenez que le public camerounais se soit retourné contre la Côte d'Ivoire face à l'Égypte? Bon, L'Égypte qui est quand même le traditionnel adversaire du Cameroun, on a perdu quand même pas mal de Coupes du Monde d'Afrique des Nations devant l'Égypte. Surtout que l'Égypte est à 7 trophées, nous sommes à 5, l'objectif étant de les rattraper. Oui. Non, je crois que le retournement des Camerounais, c'est suite, n'est-ce pas, au fait que nos frères ivoiriens avaient supporté les Comores face au Cameroun. Mais bon, je continue à dire, c'est dans l'esprit du jeu. C'est dans l'esprit du jeu. Donc, ce n'est pas une polémique qu'il faut envenimer. Mais on voit très bien que le public là, a manqué aux Ivoiriens. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils manquent de la grinta aux Ivoiriens. Ils vont le souligner, ils ont tout. Ils ont tout pour gagner. Mais il y a un plus qu'il leur faut. Au Cameroun, on appelle ça le Hemley. Alors, une fois que les Ivoiriens auront ce Hemley, aucune équipe déjà ne pourra résister face à l'armada des Ivoiriens. Alors, l'autre match fou de cette soirée, c'est Guinée équatoriale-Mali avec la qualification surprise de la Guinée équatoriale à l'épreuve des tirs au but. Est-ce que vous attendiez à un tel scénario, franchement? Sincèrement, non. Sincèrement, non. Je voyais beaucoup plus le Mali avec les morts-là isolés et tout. Donc, la surprise a été grande. Yvonne? Oui, on ne s'y attendait pas, vu les formations sur le papier. Vraiment, c'était difficile de prévoir ce qu'on a vu hier. Mais moi, je dirais, après la première mi-temps, il fallait déjà que la formation malienne fasse attention. Parce que là, je vais tirer un coup de chapeau au technicien de Guinée équatoriale. Le monsieur, il savait qu'il ne pouvait pas jouer. Et on a vu, il a refusé de jouer. On avait tout l'impression qu'il attendait ses tirs au but. Et vous pouvez voir la réaction de son gardien. Tout était comme préparé. Et c'était au Mali d'empêcher que cette épreuve arrive. Alors effectivement, on a bien vu que l'équipe de Guinée équatoriale se préparait pour les tirs au but pendant la rencontre. On a vu lors des prolongations, à un moment donné, c'était pratiquement un refus de jouer. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le Mali a joué de malchance? Il y a eu un pénalty quand même flagrant qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Le joueur équato-guinéen a touché la balle de la main dans la surface de réparation. Pénalty qui n'a pas été sifflé. C'est quand même quelque chose qui peut démoraliser, non? Peut-être nous, on le lit différemment parce que je ne sais pas si je t'ai dit en mettant libre, j'arbitre aux États-Unis. Oui, effectivement, vous êtes également arbitre. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a les règles qui viennent d'être changées. Il y a la position de l'arbitre quand il voit l'action. Et n'oublions pas qu'il y a maintenant la VAR aussi. Donc, dire qu'on leur a refusé un pénalty flagrant, je suis pas trop de cet avis. Et en plus, c'était le Mali. C'était le Mali. C'était le Mali. Ils pouvaient faire avec ça. Le Mali devrait gagner en 90 minutes. C'était ça la clé. Oui, on vous prend un but, un penalty, ça peut être sifflé. Et en plus, Jean-Bruno, quand on te donne un penalty, ce n'est pas un but. Le penalty n'est pas synonyme de but. Donc, il y a tous ces petits aléas. Là, s'ils étaient donc malchanceux, on leur aurait même donné ce penalty qui n'aurait peut-être pas marqué. Donc, il était question de marquer un but clair durant les 90 minutes. Alors, et la réaction des joueurs maliens face à ce penalty qui n'a pas été sifflé par l'arbitre a été quand même surprenante. Ils sont restés tranquilles, ils n'ont pas revendiqué. Oui, vous savez, pour une équipe joueuse comme le Mali, on peut marquer à tout moment. C'est pourquoi... Ils étaient sûrs de marquer à tout moment. Une équipe joueuse, donc on ne va pas leur accorder, n'est-ce pas, une circonstance atténuante comme quoi il y a eu un pénalty refusé, voilà. Le Mali avait les capacités de marquer pendant les 90 minutes, de gagner le match. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que si vous regardez le tournoi, l'évolution du Mali depuis le début du tournoi, c'est une équipe très très joueuse, sûre d'elle, et qui peut marquer à tout moment. Donc, hier, nous ne savons pas ce qui s'est passé. La machine a coincé peut-être. Mesdames, Messieurs,
Les affiches des quarts de finale sont désormais connues. Le Cameroun affronte tout à l'heure la Gambie. Alors, c'est un match facile. Pas du tout alors, avec... C'est quand même la Gambie. Oui, c'est la Gambie sur Gambie. le papier, oui, mais la Gambie dans cette Coupe d'Afrique nous a déjà montré plus d'une surprise. Donc on ne va pas aller comme ça et le Cameroun ne nous rassure pas. Oui. Donc il ne faut pas qu'on se dise que le Cameroun est déjà qualifié. Il faut vraiment faire attention à ces Gambiens. Il faut vraiment faire attention et espérer que Onana sera encore cet Onana du dernier match. Ça a été un Onana de grand jour lors du match contre les Comores. Oui, je ne dirais pas du grand jour parce que pour moi, c'est le meilleur gardien du monde. Oui. Donc, Onana n'a joué que Onana. Oui. Bon, mais il nous a sauvés. Je dis, il faut qu'il reste concentré, qu'il ne suive pas tout le petit bruit qui se dit à côté de lui. Et si on l'a, on peut aller loin. Oui. Hervé, Cameroun-Gambie, normalement, c'est un match facile, non? Il faudrait plutôt avoir peur de l'équipe gambienne. Pour nous qui l'avons suivi depuis le début de la compétition. Décidément. Ah oui, c'est une équipe qui a un collectif très très bien huilé. Oui. Avec un gardien gay, toujours concentré. Oui. Très bon gardien. Très très bon gardien malgré sa jeunesse. Oui. Et vous avez Moussa Barrow, le métronome de l'équipe gambienne, qui pendant 90 minutes ne se fatigue pas. Et contrairement au Cameroun, comme je le disais, le collectif gambien est très très bien huilé. Alors il faudra faire attention. Il y a aussi des individualités. Quelqu'un comme, je l'ai dit, Moussa Barrow, il peut vous changer le cours d'un match sur une frappe splendide ou sur un geste d'éclat. Oui. Donc il faudra faire très très attention à cette équipe. Rien n'est gagné d'avance. Oui. Alors Yvonne Bala parlait tout à l'heure du gardien Onana qui a été bon lors du match contre le Comore. Il nous a sauvé la vie. Il a pourtant été très critiqué depuis le début de cette compétition. Ce que je dirais, Onana, c'est un gardien du futur. Oui. Il est en avance sur son temps. C'est pour ça que nous ne comprenons pas, en fait, la plupart ceux qui ne connaissent... Il énerve beaucoup de gens quand il avance avec le ballon. C'est vrai qu'il a un magnifique jeu du pied, mais il fait battre les cœurs chaque fois quand il sort de ses buts. C'est pour cela que je dis on en a un avance sur le temps. Quand on voit Neuer jouer, Neuer c'est un peu du Onana, mais Onana avec beaucoup plus de finesse, de spectacle. Parce que c'est le gardien de demain. Aujourd'hui, les relances... Ah oui, il a de magnifiques relances. Voilà, c'est le gardien c'est le libéro d'abord. Voilà. Pied droit, pied gauche, tu dois pouvoir relancer. Bon, mais je pense que le problème se situe au niveau de la communication avec ses défenseurs. Est-ce qu'il est incompris au Nana au Cameroun? Effectivement, c'est ce que je... Parce qu'on a été habitué peut-être aux gardiens qui restent dans leur but, attendent et plongent. Mais lui, il sort, il fait des relances, il joue pratiquement comme un libéro. Ben, je vous l'ai dit, ça je le redis, on en a un avance sur le temps. Le gardien de demain, c'est le libéro. Neuer, l'a fait, on le voit. Aujourd'hui, on en a le fait un peu plus que Neuer. Sinon, il ne serait pas sollicité par les plus grands clubs du monde. Absolument. Ça veut dire que, comme Yvonne l'a dit, peut-être par chauvinisme, mais Onana, c'est dans le top 5 des gardiens mondiaux, il y figure. Oui. Alors, il sort de pratiquement une année sans jouer. Il avait été suspendu pour une affaire de dopage. Et là, il est revenu très rapidement à un bon niveau quand même. C'est ça la marque des grands gardiens, des grands joueurs. On a beau être suspendu, mais quand on revient, on est au top de sa forme. Alors, Yvonne Bala, tout à l'heure, vous parliez de cette équipe des Lions indomptables qui ne rassure pas. Quelles sont, à votre avis, les faiblesses de cette équipe qu'il va falloir rapidement corriger si on veut arriver en finale au moins? Où est-ce que vous voulez que je commence? Je prendrai peut-être toute une journée. Bon, moi je dis, on doit vraiment être beaucoup plus concentré parce qu'on va voir que notre défense prend un but d'inattention presque chaque match et c'est ce qui ne peut pas rassurer. Nous sommes déjà à une période où un seul but suffit pour vous mettre hors. Donc il faut vraiment faire attention. D'abord la concentration en défense. Bon, je ne suis pas technicienne, mais le coach encore ne nous rassure pas trop. Un coach qui a déjà joué 4 matchs avec 4 défenses, c'est-à-dire on ne sait plus donc est-ce que les défenseurs ils sont avisés que c'est moi qui vais jouer le prochain match, est-ce que c'est vraiment déjà ça? Au milieu de terrain, on a l'impression que ce n'est toujours pas ça, un Zambangui ça que tout le monde attendait, nous l'avons vu dans Naples, il est super, mais chez nous il y a quelque chose qui ne va pas. Heureusement qu'on a Aboubakar Vincent, ce monsieur qui nous marque au moins 5 buts chaque.
Donc maintenant, ce sera un peu de tout ça. Il faudra qu'on s'améliore, qu'on corrige beaucoup plus le match précédent, qui était vraiment pas bien pour nous. Donc, c'est ce que je peux déjà proposer. Oui. Hervé, l'un des chantiers les plus urgents de cette équipe nationale me semble être le milieu de terrain. Le milieu de terrain et la défense. Commençons par la défense. Commençons par la défense. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben déjà, en 3-4 matchs, vous avez changé la défense 4 fois. 4 fois, oui. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un souci de cohérence. Oui. Vous n'arrivez pas encore à trouver la bonne paire au niveau de la défense centrale. Ça, c'est un problème. Au niveau du milieu également, aujourd'hui, c'est la paire Zambo et Umgwet qui joue demain, c'est un là. Donc, il faut. Et puis, il faut qu'on essaie de recadrer nos joueurs, que chacun joue son rôle. Zambo Anguissa, c'est le milieu défensif. Oui. Ce n'est pas l'équipe nationale qui va se transformer en milieu offensif, ou en distributeur, comme on le dit. Et effectivement, on a observé cette tendance de Zambo Anguissa à replier chaque fois qu'il avait le ballon, au moment où on attendait qu'il fasse des relances. Effectivement, il faut que chacun joue son rôle. Et au niveau de l'attaque, je crois qu'il faut faire confiance à un jeune comme Choupo-Moting. Et surtout recadrer Toko Ekambi. Vous voyez, à Lyon, il marque beaucoup parce qu'il joue au centre. On a tendance, ici à l'équipe nationale, à ne pas le mettre dans ce rôle-là. Il est un peu excentré. Voilà, il est un peu excentré. Ça fait qu'il ne produit pas. Il n'est pas à son régime normal, quoi. Donc, c'est des choses qu'il faut revoir. Au niveau des arrières latéraux, il n'y a rien à redire. Oui, Faye et Tolo, ils assurent. Ils assurent. Donc, vous l'avez dit, le milieu et puis la défense. Surtout, il faut que la défense essaie de comprendre le jeu du gardien Onana. Parce qu'il est tout le temps, si vous avez remarqué, il est tout le temps en train de râler. Tout le temps en train de les repositionner et tout. Donc, en fait, avec des matchs amicaux, c'est des choses qui auraient pu être arrangées. Et les Lions n'ont pas eu un seul match amical. Les Lions n'ont pas eu un seul match amical, donc on se retrouve à tâtonner, à faire comme on dit dans la toile, le rouge, ou le patum. Donc, mais bon. Il y avait le Broudjé qu'on fait là, on gagne. Mais malgré cela, je vois le Cameroun en finale. Avec ça? Avec notre Roger Patum. On va arriver en finale. On est quand même amoureux du beau jeu, on aimerait quand même qu'ils nous produisent du beau jeu. Gagner, c'est déjà bien, mais avec du beau jeu, ce ne serait pas mal. Hein. Vous qui êtes une ancienne footballeuse, est-ce que justement, c'est une préoccupation pour vous quand vous êtes sur le terrain? Quand vous avez fini un match, par exemple, et qu'on vous dit vous avez gagné, mais vous avez mal joué, c'est quelque chose que vous entendez quand même? On va d'abord prendre la victoire et après, ce sera les vidéos avec l'équipe, le staff, et on essaiera de ranger. Mais notre équipe, comme Hervé Brice le disait, nous la voyons tous en finale parce que déjà le patriotisme et puis on sait qu'ils ont parfois commencé avec des équipes pires que celles qu'on a aujourd'hui, mais ils sont arrivés assez loin. Donc on le leur souhaite, mais il y a beaucoup de disciplines qu'il faut ajouter. Il faut qu'on... Surtout le coach, hein. Moi j'ai un problème particulier avec le coach, c'est pas personnel, mais je dis, quand on observe ce coach-là, il ne nous donne pas un 11 entrant. Vous vous souvenez à l'époque quand on savait que tu fermes les yeux, tu as Roger Mila, tu as Koundé, tu les posais. Et puis bon, maintenant on ne sait plus qui va jouer. Et j'ai l'impression que même les joueurs ils sont surpris à un certain moment que je commence aujourd'hui. Alors je vais à l'échauffement. Donc je crois que nous devons aller d'abord par là. Bon, mais le reste, on va pousser et on va mettre la cale, on va se repositionner et on va avancer. On parle des Lions indomptables. Hein. Oh oui, c'est les Lions indomptables. Quand on en soit à pousser, mettre la cale pour gagner, c'est quand même mais vous savez, ce n'est pas chaque année qu'on aura Samuel Eto'o, qu'on aura Roger Mila. Ce n'est plus cette époque-là. Donc, on va maintenant recommencer peut-être. Donc, il y a encore du boulot. Alors, Hervé, on va sortir des Lions indomptables. Il n'y a pas que les Lions indomptables dans cette CAN, heureusement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, c'est vous qui parliez de Choupo-Moting. Tout le monde a réclamé Choupo-Moting. Il a été aligné. Ça n'a pas été terrible. Hein. Oui, mais comme Yvonne le disait tout à l'heure, à partir du moment où vous n'avez pas d'équipe type, on ne vient pas essayer une équipe à une compétition. Oui. Quelqu'un qui sait qu'il est titulaire, il a une motivation supplémentaire par rapport
Choupo-Moting, peut-être c'est à 2h du match qu'on lui a dit qu'il était titulaire. Il ne pouvait pas produire le jeu escompté. Ouais. Mais nous connaissons tous les qualités de Choupo-Moting. Le joue pour Bayern de Munich qui veut. Oui, mais qui peut. Mais qui peut. Alors, est-ce qu'il y a un problème de positionnement de Choupo-Moting dans le jeu camerounais? Où doit-il jouer? On le met en attaque, qu'il fasse la paix avec Aboubakar Vincent, ou alors on le ramène en arrière pour jouer au milieu de terrain, derrière les deux attaquants Aboubakar et puis Toko Ekambi. Quel est le meilleur positionnement de Choupo-Moting? Choupo-Moting, nous qui l'avons vu jouer, déjà il sait manier le ballon. On a besoin de quelqu'un pour manier le ballon au milieu de terrain. Quelqu'un qui peut faire des passes sûres. Et Choupo-Moting, l'entraîneur gagnerait à le ramener au milieu de terrain. Parce qu'on en a besoin. Oui. On a besoin d'un créateur. Jouer derrière les attaquants. Quelqu'un qui peut dribbler, qui peut effacer. Oui. Et Choupo-Moting a cette facilité, contrairement aux autres. Oui. Oui, et je suis de même avec Brice parce que nous avons vu Choupo-Moting contre l'Éthiopie. Oui. Il n'a pas été aussi mal que ça. C'était bien contre l'Éthiopie. Il n'a pas été Mais bon, si mal c'était que ça. Ce l'Éthiopie. n'était pas notre Choupo-Moting qu'on connaît, technicien et puis qui libérait. Bon, mais peut-être parce qu'il sortait d'être au banc, et puis on l'a aligné dans le jeu. Mais je suis de cet avis-là, on doit repositionner Choupo derrière la ligne d'attaque parce qu'il sait quand il faut donner les bons ballons. Il l'a déjà prouvé. Donc, qu'on le remette en confiance, je crois qu'un Choupo-Moting en 10 ou alors 9,5 sera plus bénéfique. Est-ce que psychologiquement, il est bien? Parce que quand vous n'êtes pas tout le temps titulaire, à un moment donné, ça vous fragilise, non? Oui, on le disait tantôt, Oui. donc c'est un peu ça. C'est ça que vous appelez mettre en confiance. Oui, il y a ça, parce que comme on le dit ici, c'est-à-dire, à quel moment les joueurs savent que je suis titulaire demain? Est-ce qu'ils ont encore révisionné l'équipe adverse? Est-ce qu'ils sont prêts de commencer à ce moment-là? Oui. Donc c'est un peu ça. C'est des professionnels, oui, et ils devraient être prêts à chaque moment. Mais n'oubliez pas, ces gars, ils jouent au Cameroun, ils jouent devant leur public, ils sont à la Coupe d'Afrique, tant attendu. Donc il y a un peu cette pression-là. Donc il faut qu'on les remette en confiance. Il faut vraiment. Madame, parlons d'autre chose. Burkina Faso, Tunisie, deux équipes joueuses. Hein? Oh oui, ce sera un match, à mon avis, ouvert. Oui. Parce que le Burkina, c'est des gars qui commencent dès la première minute et puis ils n'ont pas une mauvaise équipe. Oui. Mais la Tunisie aussi, on regarde, ça ressemble à une équipe qui est prête. Oui. La Tunisie a commencé avec leur faux pas au premier match, Oui. mais c'est avec un arbitrage terrible. Oui, et c'était pas vraiment Oui. leur faute. Bon, c'est vrai qu'ils en ont fait un peu trop, Oui. mais voilà, la Tunisie nous montre qu'elle est en train de monter au fur et à mesure que la compétition avance. Donc ce sera vraiment un bon match. Oui. Alors, Hervé Essewé, Burkina Faso, Tunisie, une équipe du Burkina Faso qui a quand même donné du souci aux Lions indomptables, même si on les a battus au match d'ouverture, 2-0, 2 pénaltys. On a vu une équipe qui collectivement était pas mal. Hein. Oui, mais il faut déjà dire que l'équipe du Burkina est dépendante de la forme d'Alain De Traoré. Traoré, Ouais. excellent joueur. Ouais. Ah oui, c'est- Donc elle est dépendante. On va dire elle est Traoré dépendante. Oui. Si face à la Tunisie, c'est un Alain Traoré des grands jours, il faut s'attendre à quelque chose du côté du Burkina Faso. Mais d'un autre côté, la Tunisie a démarré comme un moteur diesel. Vous avez vu tous, moi j'avais pronostiqué pour la victoire du Nigeria. Mais nous avons été tous surpris par le placement tactique des Tunisiens. Oui. C'était une rigueur défensive. Ils attaquaient en bloc, ils défendaient en bloc. C'était du costaud. Le Nigeria n'a pas pu trouver la faille, quoi. Oui. Et une fois que les Tunisiens, il faut le remarquer, les Nord-Africains en général, quand ils ont réussi à vous marquer un but, c'est difficile que vous reveniez. Ils verrouillent. Oui, parce qu'ils savent manier le ballon, ils savent Conserver. entre guillemets, ils savent tricher. Oui. Ça, il faut le dire. Donc, Alain Traoré, on espère qu'il s'est remis de sa blessure parce qu'il était diminué. Et moi, je suis pour les étalons. Je profite pour dire bonjour à mon ami Sawadogo Oui. du Burkina Faso qui est au Cameroun en ce moment. Oui. Alors, la Tunisie va quand même avec un avantage au moins psychologique pour avoir éliminé l'une des sélections les plus prometteuses de ce début de CAN, le Nigeria. Ils ont réussi à éliminer le Nigeria quand même.
Bah, équipe promoteuse du Nigeria, c'est ce que nous avons cru. Ah non, gagner 3 matchs de poule. Les statistiques sont là, ils ont gagné tous leurs matchs de poule, 9 points sur 9 possible. Ben oui, ça c'était des matchs de poule, mais quand il s'agit d'élimination directe, c'est là où on voit la grandeur d'une équipe. Et là, face à la Tunisie, on va dire c'est la Tunisie qui a été grande. Oui. Donc, alors, et l'autre match, duel d'Arabes, Égypte-Maroc, ça, c'est un match qui promet également. Hein. Un match vraiment prometteur. Oui. On attend un match ouvert parce qu'ayant déjà vu le Maroc jouer, c'est une équipe qui ne s'arrête pas, elle veut marquer dès l'entame du jeu. Mais l'Égypte qui a joué hier, je dis, la stratégie avec laquelle ils ont pris la Guinée, la Côte d'Ivoire, s'ils la maintiennent, et peut-être par orgueil, les Marocains ils ne vont pas vouloir museler Mo Salah, ça risque de payer très cher. Oui. En tout cas, ça promet d'être un très très grand match, une grosse opposition, un derby régional, serait-on tenté de dire. Et le dernier match de ces quarts de finale, Madame, Messieurs, Sénégal-Guinée équatoriale. Une Guinée équatoriale qui se retrouve là presque par hasard, hein, sans vouloir leur manquer de respect. Non, contrairement à ce que vous dites, nous ne serons pas par hasard. Parce qu'aujourd'hui, il y a un nivellement au niveau du football africain. Oui. Ce n'est pas par hasard que la Guinée équatoriale se retrouve là. Oui. Mais sur le papier, le Sénégal part favori. Oui. Attendons voir. Mais c'est un Sénégal quand même assez emprunté hein, depuis le début de cette compétition. Elle n'a jamais été flamboyante. Lors du dernier match, on a vu Sadio Mané essayer quelque chose. Mais jusqu'à présent, le Sénégal qu'on attendait beaucoup dans cette compétition, un peu comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, ce Sénégal-là n'est pas au rendez-vous. Hein. Sur le papier, c'est l'une des plus grandes équipes. Sur le papier, oui, mais beaucoup d'individualité. Oui. Donc ça fait que le collectif, justement, Aliou Cissé tarde à huiler son collectif depuis des années. C'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs au Sénégal. Vous ne pouvez pas avoir Kalidou Koulibaly, Sané, Sarr et autres et que vous n'arriviez pas à produire un jeu alléchant. C'est ce qu'on attend du Sénégal. Enfin, nous produire un jeu alléchant. Et déjà, je parie pour une finale Cameroun-Sénégal. Oui. Voilà, les quarts de finale de cette CAN au Cameroun, c'est à partir d'aujourd'hui. Cameroun-Gambie à partir de 17h tout à l'heure et le soir, Burkina Faso-Tunisie. Les Lions indomptables qui peuvent compter sur leur public, mais également sur un certain nombre de mascottes, dont l'une d'elles, Marima du Cameroun. Ndamba est allé à la rencontre de cette mascotte des Lions indomptables. Voici son portrait et c'est une signature de Oriane Nkodo. Son enthousiasme ne le quitte, ou plutôt ne la quitte jamais, loin de la Marimar majestueuse de la célèbre série Novelas mexicaine. La mascotte des Lions indomptables est un personnage atypique. Je suis Marima du Cameroun, la mascotte des Lions indomptables. Marima du Cameroun, comme vous voyez là. Une telle inspiration, vous vous doutez bien, n'est pas le fruit du hasard. Je m'appelais dans le temps Mademoiselle Passepartout. Oui, ça c'était mon nom d'animation. Mais vous avez vu un feuilleton qui est arrivé, qui a bougé, brûlé les mambites dans le monde entier. Hein? Et c'est là où j'ai dit, mais pourquoi tout le monde aime Marima comme ça? On abandonne les mambites, les bébés au lit, tout et tout. C'est là où moi aussi j'ai pris ce nom-là. J'ai dit, ok, je m'appelle Marima du Cameroun. Son look de travesti, déguisé en femme, aux couleurs vert, rouge et jaune, ne laisse personne indifférent dans les rues. Marimar du Cameroun forme avec 10 autres personnes un groupe dans le monde du spectacle. À la CAN Total Energy 2021, où il se revendique en tant que mascotte. Je suis avec cette profession depuis 1990. Ma passion, c'est l'animation autour des lions, du sport camerounais. En particulier l'équipe nationale et féminine. Donc j'ai aimé mon pays et c'est pourquoi je suis derrière les Lions indomptables. C'est à Yaoundé que la mascotte et sa team résident depuis le début de la CAN. Il faut dire qu'elle trime au quotidien, les conditions de vie sont difficiles. Je suis quitté avec un groupe
de 10 personnes, plus moi ça fait 11. Depuis Douala, ça il faut vous dire, je suis dans la souffrance. Je paye particulièrement nous-mêmes nos billets pour aller au stade. Je ne suis pas soutenu. Je dors particulièrement dans une chambre avec 11 personnes où j'ai demandé une maison quelque part pour venir supporter mon équipe nationale. On souffre. Marimar du Cameroun ou Jean-Pierre Ngahan à l'état civil exerce cette activité en règle et est reconnu à la Fédération camerounaise de football. Pourtant, il n'y met pas les pieds au risque d'être refoulé. Il n'est pas non plus rémunéré pour cela. Je suis même reconnu au niveau de la FECAFOOT aujourd'hui, mais je ne sais pas. Je suis bloqué, même au niveau de l'entrée. Quand je viens, je dis je vais voir mon président Samuel Eto'o. On n'arrive pas à me faire entrer. Aujourd'hui, c'est un appel à l'aide qu'il adresse au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Donc, sans vous mentir, je suis en difficulté. Même pour que nous rentrons tout à l'heure sur Douala, nous n'avons rien. Mais nous allons faire les mains et pieds pour retrouver les quarts de finale à Douala. Je voudrais lancer cet appel à Samuel Eto'o. C'est lui le président de la FECAFOOT. Il faut qu'il soit au courant des groupes qui sont là bien organisés. J'ai une attestation d'artiste, je ne fais pas dans la dentelle. Malgré son dévouement, Marimar du Cameroun n'est pas convaincu de la performance des Lions indomptables. Notre équipe de football n'est pas vraiment en forme. Moi, il faut pas marcher. C'est juste que notre équipe est engagée. Il le dit lui-même après tout, Lion un jour, Lion toujours. Nous, même s'il faut mourir au stade, nous ne vont que mourir au stade. Demain, c'est pour jouer les demi-finales et après les demi-finales, nous jouons notre finale. Et nous restons avec notre trophée. 6e étoile. Roha! Roha! Allez les Lions, vous allez gagner! Allez les Lions! Malgré tout, Marimar du Cameroun reste attaché aux Lions indomptables du Cameroun et on est fier d'en être une mascotte. Voilà, retour dans cette émission avec nos deux invités. Yvonne Metendembala, elle est ancienne lionne indomptable. Aujourd'hui, elle vit aux États-Unis, ça fait 15 ans de cela. Et en ce moment, elle est en train de boucler un doctorat PhD dans le management du sport. Et juste à côté de Yvonne, nous avons Hervé Brice Essewe Loé. Il est inspecteur des impôts, diplômé de l'ENAM, mais surtout, c'est un fou de foot, auteur d'un ouvrage sur le football camerounais, Mes souvenirs de Cannes, 1986-2019, nous en parlerons tout à l'heure. Alors, Yvonne Mbala, vous êtes donc au Cameroun, vous êtes ancienne lionne indomptable. Quel est le souvenir que vous gardez de votre passage en équipe nationale du Cameroun? Oh, mon souvenir, il n'est pas très bon parce que ma deuxième sélection, je la joue pour la première qualification de la Coupe du Monde des femmes, 91 je crois, 97. Oui. Donc on joue, on va au Nigeria, on fait un assez beau match. À la dernière minute, on encaisse 2 buts. On s'est dit, oh, on a très bien joué, mais 2 buts, on peut les remonter chez nous. On arrive donc ici et elles nous ont filé 4 buts. À domicile. À domicile. Là, vous avez fait fort quand même. 4 buts à domicile. Vraiment, d'entrée de jeu pour une équipe nationale, on était toutes jeunes. C'est jamais parti. Oui. Il faut dire que le Nigeria a toujours été la bête noire du Cameroun au niveau du football féminin. Oui, apparemment, le Nigeria est la meilleure formation en Afrique, oui. Donc tout le respect lui revient. Oui. C'est l'une des meilleures formations. Alors, vous avez été également la capitaine de l'équipe du Canon de Yaoundé, le Canon Filles. Grand Canon Filles. Le Grand Canon Filles, oui. Alors, ça, c'était l'époque glorieuse, effectivement, du Canon Filles. Parlons également de souvenirs. Quel est le souvenir que vous gardez de votre passage dans le Canon de Yaoundé? Oh, vous savez, moi, j'ai toujours cette idée de... On a été des pionnières. Donc, je joue la première finale de la Coupe du Cameroun
au domaine du football féminin. Et on est des petits poussés parce qu'en âge, on est le canon fille, M. Feu Atanali de Gonzague vient de perdre donc toutes les grandes joueuses, vous les connaissez peut-être, Job Rita, Mvoué Régine, la mère de l'autre. On a donc perdu tous ces gens-là qui sont allés dans d'autres équipes qui apparemment entretenaient mieux que M. Atana. Donc il refait une équipe avec nous les jeunes, moins âgés que les autres dans tous les cas. Donc on arrive d'abord en province, comme c'était appelé à l'époque. Donc nous on est pratiquement la 3e ou la 4e équipe quand on regarde sur le papier. Mais je vous dis, Jean-Bruno, on a gagné la coupe provinciale. Je n'entrerai pas dans les détails, mais on a battu toutes ces grandes équipes-là. Et on est donc appelé à jouer la toute première finale de la Coupe du Cameroun. Et on jouait contre une équipe de Douala qui était aussi aguerrie. Donc on arrive et on gagne au tir au but. S'il vous plaît, on a fait 60 minutes, on était menés en jeu. Donc on revient à la marque, on ne peut pas marquer un autre et on va gagner au tir au but. Donc ça, ce sont mes souvenirs. C'était très grand et c'était la première fois que ça se passait. Vous pouvez vous imaginer, je suis issu d'une grande famille et tout le monde était au stade. C'était vraiment beau. Alors, vous avez parlé de pionnières tout à l'heure. Effectivement, vous étiez les pionnières du football féminin. Comment c'était perçu à l'époque le football féminin? C'était difficile. C'était difficile vraiment de voir que des filles vont aller jouer, faire ce que les garçons, seuls les garçons font bien. Et vous imaginez, on a une équipe nationale, on a les Lions indomptables avec tout ce qu'ils ont déjà fait. Donc c'était pas souvent évident. C'était pas souvent évident, mais je crois qu'il y avait quand même des gens qui y croyaient. Et c'est pour cela que c'est jamais mort. Est-ce que vous bénéficiez de l'accompagnement qu'on peut avoir aujourd'hui avec le football? Le football féminin local aujourd'hui a un bon accompagnement, sans publicité. Il y a une grosse entreprise brassicole qui sponsorise le championnat de football féminin. L'équipe nationale de football féminin a désormais ces grosses vedettes qui sont connues partout. Shoot Adjara, Gaël Ngalamouit. Il y a eu pas mal d'autres filles, Abou Diongene, voilà. Est-ce que vous bénéficiez à cette époque du même accompagnement? C'est évident qu'on n'en bénéficie pas, c'était les débuts. Et même chez les hommes, ils ne bénéficiaient vraiment pas de ça, parce que je me souviens quand on commence les premières sélections, on allait souvent en sélection et on avait des équipements que les hommes ont aussi mis il y a 2-3 semaines. Donc c'était pas... on vous refilait les équipements des hommes? Oui, et que nous on remettait encore après. Et puis bon, donc ce n'était pas vraiment ça, mais je ne vais pas dire que c'était parce que c'était le football féminin. C'était encore l'organisation de l'ancienne FECAFOOT. C'était un peu chaud. Alors, et ensuite, vous embarquez pour les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui vous a amené aux États-Unis? C'était une carrière professionnelle ou alors pour autre chose? Je suis allé en sport et études. Je suis allé en sport et études. Vous savez, aux États-Unis, eux, ils favorisent les deux. Et puis, bon, j'ai bénéficié de l'amitié, d'une très grande amitié d'Anunga. Une ancienne joueuse aussi, donc elle y était déjà, et puis elle performait très bien, et bon, le coach lui demande, mais comment, tu peux nous faire 2 ou 3 autres à Nunga? Donc bon voilà, elle m'appelle, je suis même au Nigeria, quand moi je joue le championnat au Nigeria, donc elle me dit, et bon, vous savez, sport et études, c'est que tu dois d'abord avoir le baccalauréat. Donc elle sait qui a quoi et qui peut faire quoi. Donc elle appelle et elle te propose le projet, et puis j'ai sauté dessus. C'est comme ça que je vais aux États-Unis. Alors, et aujourd'hui, aux États-Unis, vous faites un master dans une université, non, un doctorat PhD, pardon. J'ai toujours tendance à vous ramener au master, Un doctorat PhD dans le management du sport dans une université au Texas, c'est bien cela? La Texas Women's University. Oui. Alors, sur quoi porte précisément votre travail? Mon travail actuellement, comme je disais un peu à Brice en off, et je suis féministe pour le football, pour le sport. Donc, eux, ils nous ont dévancés, il en parlera dans ses œuvres, ils nous ont dévancés, ils écrivent déjà sur le football masculin. Donc, mes recherches portent beaucoup plus sur la Lionne, sur le football féminin, comment on peut le développer, comment il devrait être, parce qu'on peut profiter de ce qui se fait déjà ailleurs. Donc, comme mon doctorat, il sera
de voir pourquoi l'ancienne footballeuse au Cameroun n'occupe pas encore des positions dans le leadership. Alors, il y a un peu de militantisme, on se rend compte dans votre trajectoire, parce que, soit dit en passant, vous êtes la fondatrice de l'Association des footballeuses du Cameroun et membre de... voilà. Les anciennes Lions. Des anciennes Lions indomptables. Il y a une dimension un peu militante dans tout ce que vous faites. Hein. Militante, je ne dirais pas, mais c'est que j'ai cette chance d'être allé à l'école. Oui. Donc, j'ai aussi cette chance de pouvoir comprendre le milieu maintenant. Oui. Et pourquoi ne pas aider les autres et poursuivre la grande œuvre que veut commencer le président Ito. Oui. Donc, il y a beaucoup à faire pour le football. Et il n'y a que nous, d'abord, pour vraiment penser à ce football. Donc, c'est pas un militantisme, mais c'est beaucoup plus l'éducation, l'accompagnement et voir comment nos collègues, coéquipiers n'arrivent pas vraiment à trouver une issue après le football. C'est souvent un peu difficile de revenir et de trouver que les gens avec qui tu as partagé ces beaux moments n'ont pas cette éducation-là. Donc, nous, on veut beaucoup plus aider. C'est-à-dire que vous voulez aider à la reconversion des anciennes footballeuses. Exactement, si c'est possible, oui. Est-ce que le problème se pose de manière plus aiguë chez les femmes que chez les hommes? Parce que même les anciens lions, c'est pas facile. Hein? Oui, mais vraiment. Oui, je dirais qu'il se pose beaucoup plus chez les femmes, mais parce que vous allez voir, même chez les hommes, à l'étranger, ce n'est pas évident. Hein? Oui. Ce n'est pas évident pour les anciennes stars. Donc, il faut être canalisé, il faut être éduqué, il faut penser à temps. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que la carrière d'un footballeur, c'est 15 ans. Vraiment, pour quelqu'un qui est au haut niveau, c'est 15 ans. Mais après, on arrête à 35 ans. On arrête à 40 ans pour ceux qui Et on a encore insistent. toute une vie Et on a toute soi, sa ouais. vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Quelles sont les opportunités? Donc, il suffit seulement de les orienter, essayer d'énumérer et voir qui n'a pas quelle formation. Parce que aussi en sport management, il ne faut vraiment pas aussi aller, il ne faut pas être allé aussi loin. Il y a des formations, il y a des masterclass qu'on peut donner aux gens. Vraiment, pour qu'un ancien footballeur analyse un match, il ne faut pas qu'il ait un PhD. Oui. C'est un ancien footballeur qui a déjà des basics. Et maintenant, donc, on peut lui donner le rudiment. On lui dit, bon, voici comment tu vas avoir ces statistiques, comment tu peux les prendre. Et voici comment tu peux analyser. Oui. Et voici comment tu peux manager. Dernière chose, Yvonne, c'est très passionnant ce que vous faites. Ça donne envie d'échanger avec vous beaucoup plus longtemps. Mais dernière chose, est-ce qu'il y a déjà un certain nombre d'initiatives que vous avez déjà commencé à prendre en faveur justement de la reconversion ou alors de la préparation de la reconversion des footballeuses camerounaises? Oui, déjà, je vais vous dire que l'idée me vient pour fonder l'association ANFC. L'idée me vient parce que je suis allé à la Coupe du Monde de 2015. Oui. Il y a Anon qui est coach adjoint. Je vais aller un peu plus rapidement. Il y a Anon qui est coach adjoint, qui est une promotionnelle. Elle est moins âgée que moi, mais je vais pour la supporter. Donc je regarde dans le management, je ne vois pas ce qu'il devrait être. Donc je dis, mais comment? Il n'y a que... Bon, nous sommes plus avisés à encadrer, à pousser ces gens. C'est comme ça que l'idée me vient, donc je reviens, je lance l'idée, et puis les gens, d'autres filles viennent. Bon, mais là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut les orienter, comme je disais tantôt. C'est pour orienter ceux qui sont intéressés. Parce que là, Jean-Bruno, nous, on ne veut pas arrêter ça aux footballeurs, aux seuls footballeurs. Oui. Non, on a eu des membres, on a eu des coachs qui n'ont pas été des footballeurs avant, qui nous ont amenés, qui nous ont amenés où on est aujourd'hui. Donc, on ne ferme pas la porte à quelqu'un. Mais moi, je vais vous dire, c'est peut-être, les gens ils vont prendre comme ils vont prendre. Avec un président comme Samuel Eto'o, on a cette chance d'avoir quelqu'un comme ça qui semble avoir vraiment une vision. Dernièrement, quand j'en parlais, on ne nous ferme pas les portes. Il dit, on veut toute expertise. On attend toute expertise. Et nous, maintenant, on dit dans l'association de football féminin, on a des têtes. Ouvrez-nous les portes.
et on va aussi accompagner. Oui. En tout cas, votre chance, c'est d'avoir à la tête de la Fédération camerounaise de football quelqu'un qui vous comprend certainement parce que lui-même, il est ancien footballeur. Merci infiniment. Yvonne Bala, je vous présente, j'aurais dû commencer par là. Hervé Brice Essewe, il est inspecteur des impôts, mais c'est surtout un fou de foot. Il est l'auteur de cet ouvrage, magnifique ouvrage que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire dès sa sortie, Souvenirs de Cannes 86-2019. Il connaît tout, c'est pratiquement un historien du football. Hervé Essewe, je vais vous poser cette question comme un stagiaire en journalisme, question basique. D'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Merci Jean-Bruno. Parler déjà de talentueux, non, sans aucune prétention. Mais non, vous connaissez tout. On a discuté souvent avec, mais vous connaissez pratiquement tous les joueurs africains. C'est incroyable. De l'Égypte au Congo, en passant par le Cameroun et tout, vous les connaissez pratiquement tous. Et il y a des portraits que vous avez dressés dans cet ouvrage. D'où vous êtes venu l'idée de faire ce livre? L'organisation de la Coupe d'Afrique prévue en 2019 au Cameroun nous a servi de source d'inspiration à l'écriture de cet ouvrage. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un vide historique autour de la Coupe d'Afrique et il fallait un marqueur dans le temps. Vous savez, en Afrique, on a tendance à perpétuer, comme on le dit, la tradition orale. Et les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. Alors nous nous sommes dit, autant mieux consigner ces souvenirs, nos souvenirs de Cannes de 1986 à 2019 dans un livre qui peut servir de référentiel pour le football africain. Alors tout à l'heure, pendant qu'on parlait des combinaisons des quarts de finale, j'avais tout le temps envie de vous demander de me citer quelques anciens grands joueurs de chaque sélection qu'on abordait, parce que vous les connaissez tous. Alors commençons par le Maroc. Quand on parle du Maroc, à l'époque. Quand on parle du Maroc, on pense à Aziz Bouderbala, à Mohamed Timoumi, à Dolmi, à Zaki, El Diaz, Méry Crimo. Et quand on parle maintenant de l'Égypte? Quand on parle de l'Égypte, Taïa Abouzed. On pense à Bibo, Mohamed Al-Khatib. On pense à Al-Batal. On pense à Magdi Abdelghani. Alors par le passé, le Mali a également eu quelques joueurs qui ont crevé l'écran sur le continent. Oui, tout à fait. Déjà à l'époque de Salif Keïta, que nous n'avons pas vu jouer. Domingo, on en a entendu parler, mais après Salif Keïta, il y a eu Seydou Keïta, le neveu de Salif Keïta Blé, Dihara, Fantamadi Keïta, en 72. Il y a plusieurs. Alors, et quand on parle du Sili national de Guinée, tout de suite on pense à Boubacar Titi Camara, on pense à Feindounou, Pascal Feindounou, et on va penser aussi à Ndjoléa. Eugène Ndjoléa. Non, pas Eugène Ndjoléa. Il y a un Guinéen qui avait pris le surnom d'Eugène Ndjoléa. Il a été meilleur buteur de la Coupe d'Afrique. Quand vous regardez dans le livre, en 72, il s'appelait Mohamed Silla ou je ne sais pas quoi. Il suffit de regarder. Lui, ça, c'est des noms qui reviennent. Alors, et au Sénégal? Jules-François Bocandé. Et pour la petite histoire, Jules-François Bocandé nous a fait rêver. Lorsqu'il signe au PSG, il a 25 millions de francs CFA le mois. Il roule en décapotable avec les dreadlocks en pleine Champs-Élysées. À notre âge, on a tous eu envie de jouer au football. Omar Guessen, qui était capitaine de PSG. On pense à Cheikh, le gardien. Et on pense à Mendy, le libéraux. On pense à El Hadjouf, la génération d'El Hadjouf, Fadiga, effectivement, et Salif Diao. Henri Camara. Alors revenons un peu au Cameroun. Quand on lit votre livre, on se rend compte que vous avez été un peu embarrassé au Cameroun quand même, parce que vous connaissiez pas mal de joueurs et vous ne pouviez pas les mettre tous. Il n'y a pas que les joueurs camerounais, il y a tous les joueurs africains. Voyez-vous, il y a eu un travail de sélection quand même incroyable à faire. Effectivement, il fallait faire 11 entrants de chaque catégorie de joueurs parce que vous avez les artificiers. Et comme il fallait célébrer toute l'Afrique, il fallait mettre ceux qui nous ont marqués, les artistes. On était obligé, par exemple, Fawzi Madjoub a écrit l'histoire de la Coupe d'Afrique de 57 à 88, mais à partir de 86, nous, on ne pouvait pas faire un livre sans parler, par exemple, de Dr Abega. Abega, qui était
Phénoménal. Ah ouais, un peu au-dessus de la classe. Oui. Donc on était obligé de revenir sur ce genre de joueurs. Et les Magdi Abdelghani, par exemple, il fallait en parler. Quand on parle, par exemple, de Nilamté, Oui. beaucoup vous demanderont qui est Nilamté. Oui. On l'a classé parmi les éternels espoirs parce que Nilamté, à 15 ans, le monde entier était à ses pieds. Pelé avait vu en lui son successeur. Malheureusement, il a arrêté sa carrière à 23 ans. Et Nilamté, c'était un Ghanéen. Oui. À cause de Nilamté, les règles du football avaient été changées en Belgique. Étant mineur, on ne pouvait pas permettre qu'un mineur puisse être pro. À l'époque, Anderlecht, avec le poids qu'ils avaient, ils ont changé les règles du jeu pour qu'ils puissent signer Anderlecht à l'époque. Oui. Donc, c'est des joueurs comme ça qui reviennent, Nilamté, Méry Crimo, qu'on ne va pas oublier. Oui. Et hier, Bertrand Traoré. Oui. Chez Yadé Bayor, donc c'est toute l'Afrique qui est célébrée en fait. Alors, Hervé Essewé, on va bientôt sortir de cet ouvrage. Et dans ce livre, vous ne vous êtes pas intéressé qu'aux joueurs. Il y a également un certain nombre de sélectionneurs qui ont marqué le continent. Oui, il fallait faire une part belle aux entraîneurs, quand Oui. même. On a tendance à les oublier. Oui. Et dans le livre, d'un côté, nous avons classé ce qu'on appelle les sorciers blancs, Oui. c'est-à-dire les étrangers qui ont eu à gagner des Coupes d'Afrique avec des sélections africaines, Oui. et également les enfants du terroir. Oui. Parmi les sorciers blancs, naturellement, il y a Claude Claude Marie Leroy, Leroy, Hervé Renard. Hervé Renard, qu'on appelait l'Africain, Oui. Clémence Westerhoff Oui. et Pierre Lechantre. Pierre Chantre, oui. Côté africain, nous avons Kermali de l'Algérie qui gagne la Coupe d'Afrique en 90, la première avec l'Algérie. Oui. Yeo Martial, l'Ivoirien, en 92. Hassan Chiata. Hassan Chiata, L'Égyptien. El Gouari. Oui. Hassan Chiata, il faut préciser qu'il a gagné 3 Coupes d'Afrique d'affilée avec la même équipe. Excellent entraîneur. Ouais, 2006, 2008, 2010. Ouais. Et Stéphane Keshi également. Et enfin, Belmadi. Oui. Donc, c'est les sélectionneurs africains qui sont célébrés dans le livre. Alors, oui, allez-y. Oui, je voulais préciser, dans le livre également, vous avez tout sur la Coupe d'Afrique de 1957 à 2019. Oui, oui. Alors, En annexe, oui. en annexe. Oui. Donc, tout est renseigné. Et puis, certains records. Par exemple, l'affluence, le match qui a connu le plus grand nombre d'affluences dans une Coupe d'Afrique, c'était en 86, la finale Cameroun-Égypte. Oui. Le stade du Caire avait accueilli plus de 120 000 spectateurs au-delà de ses capacités. C'est incroyable. Ah ouais. 120 000 spectateurs. Ouais. Alors, je ne sais pas comment on joue ce genre de match, Yvonne. 120 000 types en train de vous regarder, ça c'est fort. Hein? Oh oui, je crois que c'est des professionnels à un certain moment. Ils se concentrent à nous donner sur l'essentiel. Ouais, c'est souvent ça. On va sortir définitivement, Hervé, juste pour vous demander quelque chose. Alors, vous avez parlé de cette histoire de la CAN, votre CAN à vous, à partir de 1986. C'est vrai que la télévision existait déjà au Cameroun, mais ce n'était pas quelque chose de répandu comme c'est le cas aujourd'hui. Comment avez-vous fait pour avoir cette bonne connaissance de l'environnement du football africain dans un environnement où il n'y avait pas le tout médiatique que nous avons aujourd'hui? Bon, déjà, il faut dire que mon amour avec la CAN commence en 86. Oui. Le jour de la finale correspond à mon jour de naissance, 21 mars. Et mes parents m'avaient promis une bicyclette au cas où le Cameroun allait remporter la finale. Oui. Étant sûr que l'équipe du Cameroun allait remporter, bon, ben, j'attendais calmement ma bicyclette devant l'écran. Malheureusement, je n'ai pas eu droit à ma bicyclette. Oui. Et c'est à partir de ce moment où je suis devenu furieux de la Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais raté une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que vous avez également été un grand lecteur de l'équipe. Oui, jeune, nous avions la possibilité de lire les journaux qui parlaient de football, France Football, l'équipe, Talent d'Afrique. Le 11. Le 11 mondial. 11 mondial. Ensuite, il y a eu 11 mondial. Oui. J'ai parlé de Talent d'Afrique. Et Oui. quand vous arriviez dans ma chambre jeune, elle était pavoisée par les posters de posters, oui. ces Il n'y a plus stars. ça aujourd'hui, les posters. Malheureusement, c'est pour ça fou. qu'à travers le livre, nous avons voulu faire revivre cela pour ceux de notre génération. Vous allez voir là, chaque équipe, l'équipe vainqueur de chaque édition est là, avec les noms des joueurs. Ça vous permet de coller une image Oui. quand même à Il y un avait nom. également c'est quoi, Panini là? Oui, oui, Voilà. les petits, oui, qu'on Oui. collait dans nos, Oui. dans nos cahiers et tout Oui. et tout. Oui. Mais nous, c'était les posters des joueurs au plafond parce qu'à un moment, les murs
Était plein. Était plein, avec les problèmes avec les parents, parce qu'on mettait soit avec la colle, il fallait trouver le scotch, un moyen, Voilà. et puis on attaquait le plafond et voilà. Belle époque du football. Bon, c'est vrai, on ne va pas être réactionnaire pour dire que avant c'était meilleur qu'aujourd'hui. Bon, c'est de bons souvenirs quand même. Souvenirs de Cannes. Essewello et Hervé Brice, merci pour cet ouvrage. Il est disponible au Cameroun dans toutes les bonnes librairies. Yvonne Metendembala, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous repartez aux États-Unis bientôt, c'est bien ça? Oui, je vais cette nuit. C'est ce que je te disais, je vais cette nuit. Et déjà, je vais dire que moi, je prendrai mon livre en partant. Oui, en tout cas, il existe en français et en anglais. Vous qui parlez mêmement le français et l'anglais, donc voilà, vous allez prendre un de chaque certainement. Oui. C'est pas un problème pour moi. Je peux prendre celui en français pour que quelqu'un ne me le vole pas là-bas. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, merci. Allez, Chin pour cette émission. Le foot, c'est bien. Avec Chivas, c'est encore mieux. Merci d'avoir regardé cette édition de Ndamba spécial Cannes Total Énergie Cameroun 2021. On se retrouve pour l'avant-match des demi-finales en espérant que les Lions indomptables vont se qualifier. À bientôt. Cette émission vous est offerte par Chivas.